Bonjour Vincent, Bonjour, comment vas-tu? très bien. Merci de venir pour notre podcast, pour venir parler un peu de Cavac Biomatériaux, de ta vie, de ton expérience, de ce que tu as fait par le passé, ce que tu fais aujourd'hui, voir aussi un peu le futur. Une première question assez basique. La question c'est de savoir qui es-tu déjà Vincent, d'où viens-tu, quelles sont tes origines. Raconte-moi tout ça. Je m'appelle Vincent, j'ai 63 ans. Euh, j'ai toujours une hésitation sur l'âge parce que je fonctionne par dizaines. Ok, Donc pendant 10 ans, j'ai le même âge et après là t'as 60 ans. voilà, en gros, j'ai 60. Très bien. En fait, je suis mari, je suis père, je suis grand-père, je suis leader, je suis manager. Je suis collaborateur, je suis ami, et en fait, c'est différentes facettes de moi en étant la même personne. Donc, toute ma vie, j'essaye de construire et de cheminer pour être la même personne avec les différentes personnes que je suis amené à rencontrer. Très bien. Donc, c'est vraiment un chemin de vie. Voilà. Tu viens d'où à l'origine? T'es originaire de Je suis quel coin de originaire de France? la région Nord et je suis arrivé en région parisienne, j'avais 5 ans. D'accord. Voilà, donc je suis plus parisien que du Nord, mais les racines sont toujours importantes. Ok, euh, Parce qu'elles sont une attache. Ça reste une attache. très bien. Et tu es grand-père? Grand-père à 63 ans? Voilà, Un exactement. jeune grand-père? Un jeune grand-père, ce qui est un vrai bonheur. De trois petits-enfants. Ok, canon, trois petits-enfants. Ok, génial. C'est un vrai changement. Enfin, il y Ah a... oui, c'est une étape de vie comme de devenir mari, de devenir père. Devenir grand-père, c'est une vraie étape. Et il m'a fallu un petit peu de temps endosser ce rôle. voilà, exactement, endosser le rôle. Pour moi, la deuxième, c'était plus facile, la troisième aussi. Donc, les suivants, ce sera mieux. Royal. J'ai une pensée pour mes enfants qui sont actuellement chez leurs grands-parents, parce qu'on est sur une semaine de vacances scolaires. Et pour les parents aussi, avoir des grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, parfois, c'est quand même assez royal. Et puis, c'est complémentaire dans la vie. Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis sorti tous les soirs, je peux faire du sport le soir, encore ce soir je vais jouer au tennis. Enfin bref, il y a aussi un espace de libéré qui est créé grâce aux grands-parents qui est assez royal. Je veux savoir rapidement, tu étais un bon élève à l'école, comment ça s'est passé ta période Il y a eu des hauts, des bas. Hein. J'ai été amené à redoubler des classes. Et puis, Ok, t'as redoublé quelle classe? une classe qui se redouble relativement peu, c'est la première. Ok, Et en fait, voilà, je me cherchais un petit peu. En fait, je me suis après orienté vers toutes les disciplines plutôt biologiques, avec la volonté de travailler dans la forêt, dans l'agriculture, etc. Et puis, c'était contrarié. Donc, j'ai passé le concours de l'agro à l'époque, il y a de ça, ouais, plus de 40 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les passerelles qu'il y a aujourd'hui dans toutes les disciplines. ok, Donc, on frappait à une porte, c'est l'examen, on le passait avec succès ou pas. Et il s'avère que j'ai pas été accepté, enfin, j'ai pas réussi l'examen de l'agro, enfin, le concours plutôt. Et de ce fait, je me suis redirigé vers une école de commerce qui venait de s'ouvrir. ah ouais, gros changement quand même Gros entre la biologie changement, et le commerce. gros changement. Et en fait, c'était une école qui mélangeait les disciplines Sciences Po et les disciplines école de commerce, D'accord. avec des professeurs de Sciences Po et des professeurs d'école de commerce. Donc, c'était une richesse et c'était nouveau dans les années 85. C'est marrant, parce que ça fait le lien, on en parlera après, mais de ton activité aujourd'hui entre Exactement. Cavac Biomatériaux Exactement. et le Oui, tout commerce et à le fait. marketing. Et le fil des opportunités, des rencontres ont fait que j'ai démarré dans les matériaux de construction. Donc, j'ai démarré dans le ciment, après je suis allé dans les panneaux de bois, après je suis allé dans le plâtre, après je suis allé dans les isolants. Et donc chaque fois que j'ai changé de poste, de mission, j'ai changé aussi de matériaux. Ok. On en reparlera juste après. Je veux quand même revenir là-dessus parce que on a eu des invités chefs d'entreprise à succès, enfin des gens qui sont à la tête de belles boîtes et ainsi de suite, qui ont aussi redoublé, parfois au collège, parfois au lycée, même parfois plusieurs fois. On en a eu certains qui ont. Et je trouve que c'est un message d'espoir aussi en fait, qu'il y a ce truc de tu peux être
moins bon, en tout cas pas le meilleur de la classe, voire parmi les derniers, redoubler, ce qui est souvent vu comme un truc assez négatif. Alors ça change peut-être un peu maintenant, mais toi, enfin ce souvenir de première là où tu redoubles, c'est quoi qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi En les étapes? fait, j'ai redoublé la première, donc en scientifique. Donc c'était à l'époque, alors plus les équivalents aujourd'hui, mais c'était Hmm, la section C. ok, Je redouble en C parce que j'avais pas, je voulais faire une prépa. Et en fait, en redoublant la C, je suis encore moins bon que la première ah année. mince, Et donc, en cours d'année, je change de section et je passe en D. Donc, la section qui est plutôt biologie, géologie, sciences de la nature, en fait. ok, Voilà. Et là, grosse révélation, là t'aimes où ça? j'étais dernier, je deviens le premier. Ah oui, ok. Et donc, Maturité aussi, peut-être un truc en fait, j'ai réalisé que c'est là que je devais être. ok, Et c'est les résultats que j'ai eus dans cette filière m'ont permis de rentrer en prépa et de passer le concours de la compta. ok, Voilà. J'aurais pas eu ce passage-là, je pense que ouais, t'aurais une autre vie. j'aurais pu rester sur un échec si j'avais pas changé, par exemple. J'en sais rien. Ok, Mais toujours est-il, donc en fait, il y a toujours. Enfin, moi, je pense que l'échec, en fait, c'est pas un échec en soi, c'est une expérience qui montre que c'est pas ajusté, donc hmm, faut trouver l'ajustement. Et la difficulté, c'est de trouver l'ajustement. ouais, qu'est-ce qui te correspond et Exactement. on parle de fit, alors c'est un anglicisme, mais effectivement, qu'est-ce qui te correspond parfaitement et sur lequel tu te Voilà, et plais, puis quoi. d'être là l'endroit où je vais être le mieux, enfin, Hmm, qui correspond et ce qui est pas facile, enfin, je trouve que c'est la mission de toute une vie, hein. ouais. Ensuite, on enchaîne sur la partie, effectivement, ta carrière. Tu as dit que tu as fait dans le bois, dans le placo, dans différents... Oui. C'était quoi les entreprises dans lesquelles tu as bossé J'ai travaillé enfin, j'ai toujours eu une constante, c'est que j'ai toujours eu le groupe La France comme concurrent. D'accord. Donc, Quel que soit le... tu te définis pas comme ton entreprise dans laquelle tu travaillais, mais par rapport à ton Oui, concurrent. C'est marrant. c'est assez marrant. Même en changeant, j'avais toujours le même concurrent, donc avec des départements différents. Et donc j'étais chez l'entreprise n'existe plus en tant que telle puisqu'il y a eu des rachats successifs. Mais c'était des groupes, un groupe cimentier qui s'appelait Ciment Français, qui était racheté par un Italien, qui est maintenant racheté par un Allemand qui s'appelle Heidelberg Cement. Ok. Euh, Ça, c'était il y a une quarantaine d'années. Après, je suis allé dans un groupe qui fabriquait des panneaux de bois, tout type de bois, contreplaqué, mélaminé, etc. Et ensuite, je suis rentré dans le groupe anglo-saxon British Plasterboard, qui est Placo en France, Ok. qui ensuite a été racheté par Saint-Gobain. C'est comme ça que je suis rentré dans le groupe Saint-Gobain. Ah, ce que j'allais dire, moi, pour moi, Placo, c'était Saint-Gobain, mais à Avant, l'origine, à c'est... l'origine, c'était anglais, oui. Ok, d'accord. Voilà, c'est une entreprise française qui a été reprise par des Anglais Et et ensuite... Saint-Gobain a racheté cette entreprise. Ok. Et rentrons dans le groupe Saint-Gobain, j'ai continué de travailler dans les plaques de plâtre et puis après j'ai travaillé dans l'isolation chez Isover et ensuite avec des allers-retours sur des postes régionaux, nationaux, internationaux. En fait, la beauté des groupes qui parfois peuvent être un peu décriés pour d'autres raisons, offre des opportunités D'évolution, ouais. d'évolution, une ouverture sur des sujets, des pays, des cultures, des disciplines qui sont un tout petit peu plus difficiles d'avoir sur des plus petites structures. Bien sûr, ouais. T'as travaillé dans quel pays? En fait, travaillé sur, j'ai eu à deux reprises un rôle central pour animer des communautés marketing ou digital ou faire des lancements de produits internationaux. Et j'ai travaillé entre la première fois sur une quinzaine de pays et la deuxième fois sur une trentaine de pays Ah différents. ouais, ok. Voilà. Donc beaucoup de déplacements. Beaucoup, beaucoup de déplacements, oui. T'habitais pas dans un pays étranger, Non, mais tu te enfin, déplaçais. voilà, exactement. Ok. Donc j'ai un bilan carbone qui est catastrophique. Non, mais ça, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus dans le sens où je ne juge pas. Mais enfin, c'est comme ça, hein, Ouais, j'ai pu être parfois un peu jugé, de dire ah, ok super, bravo les gars.
Puis en fait, je me rends compte que la vie est faite de tellement de choses que finalement, voilà, Après, complexe. je pense qu'on peut s'organiser pour faire des efforts et améliorer. Mm, Mais c'est pas tout ou rien. mm. Et puis enfin, il y a avant tout un sujet collectif, politique et global qui, à l'échelle de l'individu, passe. Enfin, c'est bien au-dessus de nous. Enfin, des fois, tu fais des efforts personnellement et j'en fais évidemment. Et puis tu vois tout ce qui se passe dans le monde et tu te dis, t'as un peu un côté à quoi bon quoi. Mais et encore plus par le passé. Enfin, je veux dire, quand tu faisais tes déplacements en avion et ainsi de suite, c'était aussi des époques où le bilan carbone n'existait pas ou très peu et donc Enfin, moi, je m'en préoccupais ouais, c'est pas. ça, Et je sens. c'était pas un sujet d'actualité. Ouais. Enfin, le, le, le changement climatique n'était pas à l'ordre du jour. C'est clair. Et en plus, tu travailles pour de l'isolation. À la limite, on peut dire, Voilà. t'avais déjà un impact sur ce que tu faisais. Toujours travaillé dans le marketing, ça a toujours été une constante Non, là-dessus? j'ai travaillé. Non, 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 j'ai travaillé dans le commerce, beaucoup. Et puis marketing, le digital. Et puis j'ai eu le management de plusieurs unités de production, des usines. Ah ouais, d'accord, ok. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir répondu à cette proposition de la CAVAC qui ouvrait un poste de direction générale qui en fait c'est le directeur général, c'est un chef d'orchestre. Hmm, C'est vraiment le chef d'orchestre qui fait que chaque pupitre doit jouer bien sa partition et complémentaire pour que ça fasse une belle œuvre. ok. Si on revient juste sur tes postes, tu disais que t'as fait du commerce. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'il y a des choses où tu dis, ouais, ok, le commerce, c'est pas un métier facile, c'est souvent un peu, enfin, je sais pas si on peut dire décrié, mais un peu, parfois mal vu. T'as des retours d'expérience là-dessus? Oui, enfin, et d'ailleurs, ça fait partie des échanges dans les entretiens d'embauche, hein, pour les commerciaux. Euh, le commerce peut être vu comme étant un métier facile, Hmm, où il suffit de tchatcher un peu et puis on fait. Ça va bien quand on est éventuellement dans un magasin. Et encore, le commerce, la première base du commerce, c'est qu'il faut déjà aimer les gens. C'est la base. hmm, Ensuite, c'est d'être ouvert. Ça fait partie d'aimer les gens, c'est d'entendre et de comprendre le besoin de l'autre. hmm. Et ensuite de voir comment, dans ce que j'ai à proposer, je vais pouvoir répondre à son besoin. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué que juste j'ai quelque chose à vendre. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est qu'un commercial, enfin dans les métiers industriels, c'est quelqu'un qui est seul sur le terrain. Il n'est pas en équipe comme ça peut l'être dans un bureau ou dans une usine où il y a des collaborateurs qu'on voit tous les jours. Là, le commercial, il est tout seul dans sa voiture, ou la commerciale elle est toute seule tout seul dans sa voiture. Hmm, Donc, faut accepter de vivre ça aussi, parce qu'il y a des jours où ça va super bien, les rendez-vous se passent bien, puis il y a des jours où ça se passe vraiment pas bien. Il faut avoir la ressource pour pouvoir aller outre et dire, bah, je repars, et avoir cette force de toujours repartir. ouais, et puis la difficulté aussi, moi j'ai fait un peu de commerce aussi et on en fait encore aujourd'hui pour Enerco, là, et donc évidemment j'en fais aussi. Euh, Effectivement, la solitude, tu vas au resto, tu manges seul. Des fois, c'est une tristesse absolue où tu as Ouais. une rangée de Ouais. commerciaux Ouais. qui mangent au resto, chacun seul et ainsi de suite. Ou même, tu manges un sandwich dans ta voiture sur un parking. Il y a effectivement ce truc de solitude assez forte. Et puis parfois aussi tu fais un long déplacement, tu fais 30 minutes de rendez-vous et tu repars. Enfin, il y a un truc un peu Ouais. vraiment de dire waouh, c'est assez costaud. Un autre truc que je vois et que j'ai compris un peu aussi sur le commerce, c'est la rigueur absolue qu'il faut avoir pour être un bon commercial. Alors, C'est pas du one shot, c'est effectivement savoir être présent sur le long terme. Et ça, c'est pas évident. en fait, le commercial, il y a un aspect de court terme qui est lié à la commande immédiate Hmm, et un aspect de long terme qui est je veux dire, la culture de la relation. Et donc, quand on démarre avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, et sur la durée, il va falloir entretenir et faire grandir cette relation. hmm.
Donc c'est deux dimensions, court terme, long terme. Et pour le long terme, ça nécessite de se rappeler de ce qu'on a fait avant. Donc il faut être organisé, aller au bon moment, pas trop souvent. Voilà. Et il y a des dimensions théoriques et puis il y a une dimension intuitive Hmm. du bon commercial. Ouais, qui se souvient de la bonne chose au bon moment, et dire, ah tiens, il m'a parlé de ça, Voilà. je vais lui en Et qui rappeler. va avoir la petite idée qui va faire mouche Hmm. parce qu'il connaît bien son client. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, les outils digitaux permettent aussi de pas perdre la mémoire. Enfin, moi, je suis toujours, moi, j'adore la partie, on va dire CRM, où tu prends des notes de ton rendez-vous et t'es capable 2 ans après de dire, ah, oui, mais vous m'aviez dit que telle personne était partie ou que vous preniez ce poste ou ainsi de suite. Si tant est qu'on reprend les notes. Voilà, c'est ça. Non, non, mais voilà. Et c'est d'où la rigueur et tous ces éléments là-dessus. Ça marche. Toi, t'as fait du commerce vraiment, comment dire, pur et dur dans ta voiture, seul. Ah oui, oui, bah, j'ai Ouais, débuté comme ça. ouais, d'accord. C'est une belle formation. C'est une bonne formation. Ça permet de comprendre en fait. C'est vraiment bien de commencer par le terrain et de connaître la réalité Hmm. de ce qu'est la vraie vie. Et parce que il est possible de pouvoir apprendre la théorie, de se dire, bah, je pense que c'est comme ça, mais en fait, la réalité est un tout petit peu différente de la théorie. Ouais, c'est clair. C'est un vrai truc hyper important. Donc, carrière chez Saint-Gobain assez longue, de ce que je comprends? 15 ans. 15 ans, Je suis ok. resté 15 ans. Et ensuite, c'est là où Et en Cavac. fait, il est arrivé un moment où j'avais, enfin, plutôt fin de carrière, où j'ai eu l'impression de plus servir à grand chose dans l'organisation. Je leur ai Hmm. dit, je pense que ça peut être une bonne idée que je quitte le groupe. Et ils m'ont dit qu'effectivement, ça pouvait être, une bonne idée. Ok. Donc, Ça a l'air violent quand tu le dis comme ça. Enfin, tu me dis de toute comment? façon, quand la boîte dans laquelle tu as bossé pendant 15 ans te dit, elle aussi, que ça peut être une bonne idée que tu partes, t'as pas un peu un côté... Bah, ça s'est mûri et je pense il y a un temps pour tout. Et voilà, ça s'est fait intelligemment. De bonne foi Ok, et à froid, et ben vaut mieux que ça se fasse comme ça que ok. et de ce fait, bah, je suis en très bon terme et puis c'était une très très belle expérience et je pense que tout ce que j'ai pu faire et là où j'en suis aujourd'hui, le passage de Saint-Gobain m'a été extrêmement positif et donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux, grâce à mon parcours. Saint-Gobain, plus vieille entreprise française, enfin Ah, 1700... plus de Ils ont pas fêté leur... 360 et quelques, Ah oui, 300, c'est ça, il y avait quelque voilà, chose comme ça, 360 ans. voilà. Donc oui, Extraordinaire. c'est l'une des plus vieilles, Avec le village de Saint-Gobain, voilà, en Picardie. exactement. Ma femme vient de là-bas, je passe souvent à Saint-Gobain, je vois très bien le village de Saint-Gobain. Dans l'Aisne. Voilà, exactement. Voilà, et donc, et quelque chose qui m'anime, bah, même étant chez Saint-Gobain, toujours d'ailleurs, et que j'ai largement découvert en travaillant dans l'isolation, bah, c'est toute la dimension, à l'époque, ça s'appelait développement durable, à l'occasion à l'époque il y a une quinzaine d'années du Grenelle de l'environnement, Mhm. qui m'a vraiment fait prendre conscience bah, de la partie environnementale au sens large. Il n'y a pas que le climat, il n'y a pas que la biodiversité, il n'y a pas que l'eau, enfin c'est un ensemble. Donc ça m'a vraiment animé dans tous les postes, plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Et c'était un peu les prémices du RSE, il y a une vingtaine d'années. Et, et puis, en quittant le groupe, ce qui m'intéressait, c'était de dire, compte tenu de mon expérience dans les matériaux, je me suis dit, bah, en fait, comment je peux être utile pour essayer de faire bouger un peu les lignes dans la transition environnementale dans le domaine du bâtiment, qui est un domaine extrêmement large. Ouais. Et puis, donc, je me suis posé quelques questions. Je suis allé sur différentes pistes que j'ai exploitées. Ça, Et, t'étais encore chez Saint-Gobain non, ou non, c'était une tu fois que je suis pars, parti. t'as rien, t'as pas de boulot derrière, tu dis... Voilà, je me dis, bah, je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, en fait, si, pour faire, Excuse-moi, t'as quel âge à ce moment-là? j'ai 60 ans. Ah, donc c'est il y a pas longtemps. C'est il y a 4 ans. Il y a Ok, 4 ans. d'accord, donc c'est récent, ok. Ouais, ouais. Et donc je me dis bon bah où est-ce que je peux essayer de faire bouger un peu les lignes et je me dis finalement c'est dans un conseil d'administration qui est le cœur de l'entreprise, le cœur de la stratégie
d'essayer de porter ces idées de transformation environnementale, bilan carbone, etc., etc. Et donc, je me forme pour être administrateur. Et donc, j'ai pas encore de poste d'administrateur, mais ça sera. Tu peux te former pour être administrateur. Voilà. Je savais pas que. Ouais, il y a des formations pour. Ok. Bah, ça te permet de rebalayer certaines disciplines, les finances, le juridique, enfin la gouvernance. Qu'est-ce qu'une bonne gouvernance? Enfin, euh, et euh, et donc je me dis tiens, moi, je vais aller là. Puis entre deux, un jour je reçois un maire de la Cadac qui me dit voilà, on ouvre un poste, on a identifié. Est-ce que ça vous intéresse? Je connaissais pas la Cadac. Et en fait, je regarde un petit peu et je vois le produit, je vois l'environnement. Et je me dis, mais en fait, c'est juste extraordinaire. C'est le croisement de toute ma carrière professionnelle dans le domaine du bâtiment et ce dont j'ai rêvé au démarrage qui a été contrarié, puisque j'ai pas pu aller dans le domaine agricole et là, je le retrouve. Je retrouve toutes ces dimensions-là. Et en fait, dans le poste que j'ai aujourd'hui, il y a un croisement de l'agriculture et de l'industrie qui sont absolument passionnants parce que les deux se nourrissent de façon incroyable. Comment la Cavac, il te trouve? Comment il t'identifie Bah merci LinkedIn. C'est sur LinkedIn. Ok. Incroyable. Ah oui. C'est-à-dire que t'es quoi? T'as une page sur LinkedIn? Bah j'ai mon profil. Tu postes un peu ou même pas? Non, bah je suis un peu actif Ok. ou j'ai certainement dû faire des choses, je sais rien. Enfin en fait, ce que j'ai appris de cette période-là, je le faisais intuitivement, mais j'ai peut-être un peu plus théorisé. Euh, c'est que d'être statique ne fait pas avancer. Hmm. Le fait d'être tout le temps en mouvement, même si c'est pas forcément, enfin, faut essayer d'être plutôt dans le bon mouvement, mais faut pas rester, enfin, Fais des choses, quoi. faut faire des choses. Ouais. Voilà. Faut pas rester juste à rien faire ou se dire bon, bah c'est comme ça. Puis, même si c'est difficile, faut y aller. Hmm. Alors, idéalement, on fait des choses dans le bon sens, Voilà. mais à Parfois, minima. enfin, ça m'arrive de faire des erreurs. Hmm. Ouais. Et on a sûrement fait plein de choses qui n'ont pas fonctionné et on s'en rend pas compte, mais parmi la somme de ces choses qui ont été faites, il y en a qui ressortent et Voilà, qui font que et ça prend, peut-être quoi. que bah, ce que je faisais à cette époque-là, comment ou les personnes que j'ai rencontrées, j'en sais rien. Enfin, Ouais. toujours est-il que ça s'est traduit par un mec que je reçois. Excellent. On va parler de la Cavac juste après, mais j'ai quand même un petit point sur. Tu pars de Saint-Gobain, t'as 60 ans, Hmm, donc t'es pas encore à la retraite. hmm. T'as la sensation de prendre un risque ou financièrement t'es suffisamment à l'aise pour te dire, bon, au pire, j'ai la retraite qui arrive dans X années, 3, 4, 5 Alors, ans, et donc ça va aller, ou t'as quand même un petit risque qui est pris là-dessus? alors, il y a deux aspects. Il y a effectivement l'aspect financier qui est essentiel Hmm. parce que ça apporte quand même une certaine tranquillité d'esprit. Ça permet de voir les choses un peu autrement. Et la deuxième chose, c'est psychologique. Avant de quitter Saint-Gobain, je me suis préparé. À partir du moment où j'ai pris la décision, je savais que dans 3 mois plus tard, je quittais le groupe. J'avais plus mon ordinateur, j'avais plus ma voiture de société, et que mon emploi du temps allait être complètement différent. Hmm. Donc je me suis préparé à ça. Ce qui m'a permis et puis de faire une coupure. C'est-à-dire, j'ai fait une vraie coupure euh, d'avant et d'après. Hmm. Donc ça, c'est sur la partie psychologique pour se dire, bon, je change et j'ouvre un nouveau chapitre. Parce que dans tous les changements que j'ai pu faire, j'ai quitté, Il y avait une... le lendemain, je repartais. Ouais. Il n'y avait pas de sas. Et ça, j'ai appris que le sas est quand même vraiment important pour... On se pose, enfin je me pose, je fais un peu le bilan, et je repars, et c'est quoi le cap que je me donne, ou les objectifs que je me donne par rapport à ma nouvelle situation. Au niveau familial aussi, Ah bah on en parle un petit peu, enfin j'en ai parlé un petit peu avec mon épouse, enfin, c'était plutôt accepté ou ça... c'est ou ça- partagé, c'est partagé. Oui. Ouais. Oui, oui. Euh, et
Sur la partie financière, je pense qu'il y a une chose enfin moi je pense qu'on ne la dit pas assez, c'est que la France est un merveilleux pays parce qu'il permet, en quittant une entreprise, que France Travail puisse accompagner. Alors c'est en train d'être modifié, le projet de loi a été refusé là, cette semaine. Ils réduisent, dans le cas de rupture conventionnelle, je fais partie dans ce cadre-là, euh, de démarrer une entreprise sur une période de 2 ans. Hmm. Ce qui est moins maintenant, mais enfin, moi, j'aime aussi monter Enercool C'est au quand même chômage. assez incroyable Ouais, exactement. pour favoriser la création d'entreprises. Hmm. Et donc c'est ce que j'avais en tête. Et donc j'ai créé avec un ami, on a créé une petite entreprise, on a eu des missions. Puis bon, j'ai arrêté parce que j'avais un choix entre. Puis ça m'a permis de découvrir ce qu'était le métier de consultant et de m'apercevoir que j'étais pas fait pour ça. Ok. Voilà. Mais je l'ai fait en vrai pendant 6 mois. On a eu assez vite deux missions qu'on a faites. Ok, intéressant ça aussi. En fait, tu as aussi créé une entreprise Oui. après ton départ. Et de Euh, fait, je suis plus à l'aise et je suis mieux dans un poste de salarié hmm. que de consultant, freelance, etc. C'est pas mon truc. C'était quoi tes difficultés là-dedans? C'est pas aller au bout. Ah oui, d'accord. Tu vois pas la finalité de ce que tu fais. Ah, j'en fais une partie et puis j'ai pas la main. Hmm. Enfin, je donne des conseils, je donne des orientations et puis voilà. Et puis après, on va refaire un autre. Ouais. C'est marrant, j'ai la même sensation. Moi, j'ai travaillé en bureau d'études euh, sur la partie audit énergétique, de faire des audits, de donner des conseils à des clients pour économiser de l'énergie dans les bâtiments, plutôt des gros bâtiments. Et effectivement, tu avais un peu cet aspect de je donne des conseils, voilà ce qu'il faut faire, et tu sauras jamais la suite, Voilà. si ça a été fait, pas fait, comment ça a été fait, ainsi de suite. Il y avait un peu cette frustration effectivement de tous les métiers de conseil globalement. C'est que Oui. tu donnes des conseils, mais c'est pas toi qui finalement mets en œuvre les conseils que tu as proposés. Oui, Donc, puis d'embarquer les équipes qui vont travailler hmm, dessus, ça c'est toute cette dimension-là. ouais. Ok, donc tu fais cette petite boîte entre Ouais. guillemets, mais que voilà, assez vite tu dis bon en fait c'est pas pour moi. Bah, Et ça s'est arrêté parce que j'ai eu l'offre de la demande de Cavac. ok, Sinon, peut-être que tu auras peut-être continué. j'aurais peut-être continué. Incroyable. Ça marche. Parlons un peu de Kavak, parce que déjà on en a déjà parlé de tout ça. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qu'est Kavak, d'où ça Alors, vient Cavac, c'est une coopérative vendéenne qui a été créée il y a 60 ans, qui, dans son ADN, entre autres, c'est de créer des filières, c'est-à-dire de la production jusqu'à la transformation. Il y a eu à peu près 24 activités différentes, Ok, wow. avec un pôle tout ce qui est végétaux, qui comprend céréales et puis légumes, un pôle élevage, dans lequel on va trouver une grande variété d'animaux. Ça va du porc, poule, canard, bœuf, enfin voilà, ovin. Ensuite, il y a un pôle alimentaire où justement il y a la transformation de la matière première Mhm. en. Alors il y a une boulangerie qui s'appelle Biofourni qui fabrique du bio, enfin des pains bio, etc. Ok, Des porcs, enfin. Donc un pôle fabrication de plats cuisinés aussi, avec Atlantique Alimentaire. ok, Et puis je terminerai. Et puis un pôle de distribution, donc distribution gamme vert. Là, sous l'enseigne Gander. Alors, c'est pas tous les Gander de France, hein, c'est sur la région. Et puis, un dernier pôle qui est l'agro-transformation. C'est donc la transformation de produits agricoles en matériaux. C'est l'activité dont j'ai la responsabilité. Et c'est sur la transformation du chanvre en isolant, qui a été créé de toutes pièces par la CAVAC il y a une quinzaine d'années. ok. Qu'on revienne juste sur la partie coopérative, Oui, que tout le monde comprenne bien. Coopérative, c'est des entreprises qui se rassemblent, des agriculteurs des agriculteurs principalement. qui se Voilà. rassemblent. Et puis une organisation qui exécute la stratégie que les agriculteurs décident. D'accord. D'un point de vue des statuts, des points du fonctionnement, comment Il y a une ça fonctionne? gouvernance qui est faite par un conseil d'administration et puis un bureau.
qui est piloté par les agriculteurs, et puis un comité de management qui travaille de façon étroite avec le bureau. Et il y a à peu près, en gros, c'est 4500, 5000 opérateurs. Ok. Et puis, la coopérative fait 1,4 milliard au De chiffre global, d'affaires? le chiffre d'affaires au Ok. global, toute activité confondue. Ok. C'est énorme. Voilà. Et nous, notre activité pèse plus de 20 millions d'euros. Ok, excellent. Donc, tu dis qu'il y a des milliers d'agriculteurs ou 900? 5000. 5000? Ok, Ouais. 5000. Ouais. Donc ça va du plus petit à l'immense Et boîte. avec des variétés. Mais en gros, le profil des fermes, c'est à peu près 80%, c'est de la polyculture. Donc, élevage, euh, culture, ça peut être de la culture de céréales, culture de légumes, et puis culture de chanvre. Et en fait, les céréales vont servir aussi à alimenter l'élevage. Ok. Voilà. Et le lisier sert aussi Et la partie. l'agriculteur qui fait partie de la coopérative sait que globalement tout ce qu'il produit va être vendu grâce à la Voilà, coopérative c'est ça, exactement. aux autres réseaux et Voilà. ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'ouest de la France. C'est un truc très ouest de Dans France. toute la Dans France. toute la France? Toute la Ok. France, oui, il y a un tissu coopératif en France dans l'agriculture qui est important. Ok, ça marche. Après, toutes ne sont pas aussi diversifiées que la CAVAC. Certaines sont un peu plus spécialisées Ouais. sur des typologies de culture, d'élevage, etc. Ok. Ça s'est fait aussi, j'imagine, graduellement. C'est-à-dire que au début, la coopérative a dû être créée sur une filière spécifique, puis voyant. Puis il y a eu des rachats, voilà, de coopératives qui viennent qui proposent de rejoindre la CAVAC, etc. Enfin, ça c'est, et l'activité CAVAC Biomatériaux est une activité qui a été créée de toutes pièces par CAVAC. D'accord. C'était quoi l'origine? C'était Alors une l'origine, opportunité de dire, ah, là, il y a quelque chose à en fait, faire. l'origine est venue en 2008 au moment des subprimes, où les cours du blé étaient très fluctuants, Mhm. donc montaient, descendaient. Et pour diversifier la culture, euh, les agriculteurs se sont dit, tiens, bah, pourquoi on se mettrait pas à faire du champ? Mais juste la culture du champ, c'est pas comme le blé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cultivé du champ, on en fait quoi? On va pas le récolter, on le met en silo, puis on le vend sur... Hmm. Il faut le transformer. Et donc, sur la transformation, on dit, bah, très bien, mais on va le transformer comment? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et ils ont regardé, ils ont eu cette vision en 2008, enfin Ouais, ouais. 2008-2009, hein, de se dire finalement, sur le marché, il n'y a pas d'isolant à base de chanvre, allons sur l'isolation à base de chanvre. Sans, Avec toutes les sans, réglementations que ça exactement, sans demande. connaître le domaine du bâtiment. Donc, Ouais, ouais. faut mesurer le travail qui a été fait, la course d'obstacles qui a été passée euh, pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a déjà l'image du chanvre. Le chanvre, faut rappeler que c'est du cannabis, globalement, ou en Voilà. tout cas Alors, c'est le nom générique, mais en fait, il y a 150 variétés de chanvre différents. Mais j'imagine que c'est hyper réglementé. Tu C'est te mets très pas à cultiver du réglementé, chanvre. et c'est très réglementé. Et en fait, ce qui fait la différence entre, je vais le dire poliment, le cannabis récréatif, c'est son taux de THC. Hmm. Et donc là, on est sur des taux supérieurs à 10. Nous, on est à 0,1. Ouais. Ça Mais n'a rien à voir. il faut montrer, j'imagine, quand même patte blanche auprès des autorités pour dire, euh, c'est- nous on fait ça pour le violent, quoi. Il y a un côté. Les semences sont réglementées, enfin tout Ok, c'est bien bordé. ok. J'avais en tête une entreprise qui existe toujours, hein, qui s'appelle Ocaran, qui fait des crèmes à base de chanvre, parce que je crois que le chanvre a des vertus Bah, beaucoup dans de vertus. énormément de domaines. Absolument. Et j'avais cru comprendre que c'était pas simple, quoi, d'avoir des cultures et En pouvoir. fait, au 19e, la France était cultivée plus de 180 000 hectares de chanvre. Ok. Par exemple, les corderies royales de Rochefort sont à Rochefort parce qu'elles étaient dans un bassin de chanvre. Ah oui. Parce qu'on faisait les corderies de bateaux à base de chanvre parce que le chanvre est une fibre très très résistante. Et puis au fur et à mesure, le coton est arrivé, le nylon est arrivé,
Et donc le chanvre a disparu. Et son usage a disparu. Jusqu'à tomber dans les années 60 à 400-500 hectares, à peine. Donc on rappelle 100 180 000, plus de 180 000 à hectares, 500, à 500. Et arrêt total, interdiction de cultiver le chanvre pour des raisons comme disait. récréatives. Ok. Euh, et puis le chanvre est à nouveau revenu au bout du jour. Et aujourd'hui, quand on le met en paillage, outre le fait que ça évite les mauvaises herbes de pousser, mais ça aussi permet de réguler une partie de l'humidité de la terre. D'accord. Pour la jardinerie. Ok. Et donc, une fois qu'on a fait cette première opération de ce qui s'appelle de défibrage, qui est la première transformation de la paille, une fois qu'on a la fibre, on fait une deuxième transformation avec la fabrication de l'isolant. Donc c'est une autre ligne différente du défibrage. Donc ça, une autre usine. faut des machines Faut des machines. qui sont spécifiques à cette matière, ou tu peux prendre des machines qui font ça pour d'autres végétaux, ou c'est issu plutôt des machines qui vont associer des fibres. Donc ça peut être de la fibre textile, voilà, de la fibre d'une certaine taille. Ok. Voilà. Après, il y a tout un savoir-faire qui a été développé par les équipes de la CAVAC sur l'association des machines, pour mettre telle machine dans tel ordre, etc., pour fabriquer l'isolant. Et ça, c'est une partie du savoir-faire. Ok, incroyable. Voilà. Mais la fibre de chanvre, bon, la transformation était on peut l'utiliser aussi comme matière première pour du papier, fabriquer du papier, le papier bic ou le papier à cigarette, qui est fait à base de chanvre, est utilisé aussi pour le textile, fabriquer des tissus ou le mélanger avec du lin. Ou bien encore l'utiliser dans l'automobile pour faire des petits matelas qu'on met dans les portières ou sous les tableaux de bord, avec un objectif de décarboner la fabrication des voitures, d'apporter de l'acoustique et puis aussi d'alléger le poids de la voiture. D'accord. Ça, c'est déjà existant. C'est déjà existant depuis pas mal d'années. Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Donc vous, filière isolation. Voilà. Donc ça va remplacer de l'isolant classique que tu mets dans ta maison, dans la immeuble. Dans les murs, dans les toitures. Et là, donc toi, évidemment, ton passé de Saint-Gobain, Isovert, tu connais parfaitement le monde de l'isolation. T'es parfait pour le poste, quoi. Il y a un côté... C'est une évolution extrêmement intéressante de passer de l'industrie au biosourcé. Effectivement, et qui est vraiment dans le sens de l'histoire. C'est vraiment une évolution dans mon parcours de capitaliser sur ce que je connais et d'aller sur un nouvel univers qui est l'univers du biosourcé, qui est un univers complémentaire avec une dimension environnementale qui est vraiment importante sur le fait que le chanvre capte 15 tonnes à peu près de CO2 à l'hectare. Ok, d'accord. Donc en amont, quand il pousse au champ. Et de ce fait, la dimension environnementale est vraiment importante. Le chanvre aussi a des vertus agronomiques, en particulier sur l'absence de phyto, pour qu'il pousse, parce qu'il pousse très très vite. Il peut prendre jusqu'à 10 cm par jour. 10 cm par jour? Par jour, oui. Incroyable. Ça monte, et ça pousse sur 2 mois et demi à peu près. D'accord. Et tu peux refaire des cycles Non, c'est un cycle annuel. Ah d'accord, ok. Donc il est planté en avril, en tête d'assolement. On le récolte début août. On va laisser un peu au champ pour que ça s'appelle il rouisse. D'accord. Il va passer de vert à beige marron. C'est la pectine qui se décompose, qui va permettre ensuite de passer la paille dans l'usine pour séparer ce dont je parlais tout à l'heure, la chanote, le petit granule, le copeau de bois, et puis la fibre. D'accord. Et ensuite, quand on l'a récolté fin septembre, on peut replanter dessus le blé d'hiver. D'accord, donc c'est complémentaire en fait à la production de blé. C'est vraiment une tête d'assolement, oui, complètement. C'est vraiment intégré. Une tête d'assolement? Oui, c'est-à-dire qu'on sur une parcelle, on commence par du chanvre, puis on va suivre du blé, puis après d'autres. D'accord. Et au bout
4-5 ans, on revient avec du changement. Ah, tu fais pas ça chaque année? Non. D'accord. Non, on fait tourner sur les parcelles. Ok. Voilà. Donc, de ce fait, pour les eaux de ruissellement qui arrivent, comme il n'y a pas de phyto, ça permet d'avoir une eau de meilleure qualité. D'accord, ok. Et donc les agriculteurs, c'est principalement des producteurs de blé qui font ça? Oui, enfin, ils font du maïs, ils font du colza, Ok, d'accord. ils font d'autres variétés. Ok, Et ça vient en complément. Et donc, c'est pour ça que ça s'adresse vraiment bien sur les fermes polyculture, où ils peuvent associer différentes parcelles avec différentes cultures. ça marche. Ça demande une formation particulière pour les agriculteurs ou globalement Faut les accompagner un petit peu parce que c'est pas tout à fait pareil que de faire des céréales classiques. Il y a un petit peu un point particulier au moment du semis. Puis la récolte, il faut des machines un peu particulières parce que le chanvre, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. D'ailleurs, en découvrant le chanvre, je me dis, mais quel inconvénient il peut avoir? Enfin, l'inconvénient, c'est que c'est une fibre qui est très, très dure. Donc, il faut des machines un peu particulières pour les couper. Ok, Voilà. ça marche. Ok, hyper intéressant. Donc ça, donc tu disais, c'est créé en 2008. J'imagine qu'il y a des filières aussi, justement, commerciales, parce que c'est bien beau de créer de l'isolant à base de chanvre, mais il faut le vendre au monde du bâtiment. Oui, il faut faire connaître. Donc, alors moi, j'ai pas connu, mais ça m'a été raconté, c'est que les premières années, ça a été vraiment difficile. Chemin de croix. Ah oui, vraiment. C'est vrai que quand il y avait les premiers camions qui sortaient de l'usine, c'était super. Bon, maintenant, on n'est plus à ce stade-là. Ah ouais. Voilà. Et en 3 ans, on a doublé la force de vente. Il y avait 4 commerciaux, on est passé à 8 aujourd'hui sur toute la France. Et donc, c'est distribué dans toute la France, dans tous les réseaux de distribution de matériaux. Ok, excellent. Et il a aussi fallu passer, j'imagine, les tests réglementaires. Voilà, les tests au feu, le CSTB. exactement, il faut répondre à la réglementation thermique avec du contrôle qualité et les audits qui correspondent, et puis faire les avis techniques, etc. Ouais. Tout ce travail-là a été fait. Et aujourd'hui, vos clients, c'est qui? Qui c'est qui achète Alors, les gens? les clients, ce sont les entreprises de pose. Donc, ça peut être le plaquiste, ça peut être le maçon, c'est l'entreprise tout corps d'État qui va faire de la rénovation. Ça peut être le charpentier, ça peut être aussi l'entreprise qui va faire de la préfabrication, c'est-à-dire qui va construire des murs ou des maisons de façon industrielle. Et donc, on le commercialise par le réseau de distribution de matériaux, assez classique, professionnel ou plus grande surface de bricolage. Ok, qui a un réseau Ils ont des magasins, enfin des points mais de qui est pas vente. Cavac. Non. Non, là, c'est des réseaux, Non, des réseaux. nous sommes industriels, donc on vend à des distributeurs. Ok. Et ensuite, charge à eux de vendre ensuite Exactement. derrière. Ça marche. D'un point de vue production, aujourd'hui, c'est une usine qui tourne à plein régime ou il y a encore. On tourne. Aujourd'hui, on tourne. Voilà, on peut augmenter, on peut encore multiplier par 2 nos productions. Aujourd'hui, on est en équipe de 2-8 avec une ligne et on peut passer à 3-8, on peut mettre une deuxième ligne. Voilà. Ok. On en a. Et il y a de la croissance. Il y a de la croissance. Alors le monde du bâtiment. Le monde du bâtiment se porte pas très très bien. Hein. Il y a la construction neuve et il y a la rénovation. Il y a un gros travail à faire sur la rénovation pour rénover les maisons, les immeubles. Enfin, il y a un gros travail. Ouais, d'accord. Ça marche. Hyper intéressant. Toi, là-dedans, dans ce rôle finalement nouveau de directeur général, parce que comment ça se passe? T'arrives, voici le nouveau DG, Vincent. Comment tu fais ta place dans des équipes qui sont déjà là, ou alors il y avait un renouvellement? Enfin, comment ça se passe? Alors, j'ai succédé à quelqu'un qui est parti, donc que j'ai pas rencontré. Je pense que l'un des éléments importants, c'était déjà de comprendre comment ça fonctionne, l'écosystème au sein de la coopérative,
avec les agriculteurs qui produisent, la transformation, les équipes agronomiques qui travaillent avec les agriculteurs sur la production du chanvre, et puis la transformation et les marchés. Mhm. Euh, et vraiment, je suis vraiment arrivé avec une... Bon, certes, j'ai un petit peu d'expérience, mais je découvre aussi un nouveau domaine. Donc, je me suis dit, en fait, je vais capitaliser sur ce que j'ai fait en comprenant, en essayant de comprendre ce nouvel environnement et comment ce que j'ai pu faire, ce que j'ai fait, peut apporter de la valeur à ce nouvel environnement. Voilà. Avec assez d'humilité pour dire, ok, je prends un peu de recul, Voilà, déjà un peu de c'est comprendre. les équipes qui le diront. Mais oui, je sais pas, j'avais pas. Et puis, je suis arrivé, enfin donc j'ai appris après coup qu'il y avait plusieurs candidats. Le plus jeune des candidats avait 58 ans, donc Ok. voilà. Et en fait, la position, le poste que j'ai dans l'organisation, j'ai plus grand-chose à prouver. Hmm. J'ai pas de poste à prendre. Je suis en fin de carrière, donc qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme valeur ajoutée? Bah, c'est mon expérience. Et puis et me mettre au service de cette organisation Mhm. avec l'objectif qui est de favoriser et d'accélérer le développement. Ouais. Voilà. Comment tu t'y prends? Tu fais des entretiens individuels Alors, avec certaines personnes. Enfin, comment ça se passe? C'est quoi alors les premières choses que concrètement, tu fais? comment je fais? Bah, je rencontre en tête à tête tout le monde. Quand il y a tout le monde, c'est combien de personnes? J'ai 7-8 personnes en direct. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que je me suis fait depuis chaque fois que j'ai fait une prise de poste. C'est que je prépare une liste de 10-15 questions, 10 questions. Et je pose à tout le monde ces mêmes 10 questions. Et ça me permet d'avoir je vais pas dire une bonne compréhension, mais une compréhension de comment chacun se situe par rapport à l'organisation, par rapport au sujet de l'entreprise. C'est quoi tes questions? Tout de suite, je suis curieux. Peut-être Euh, pas les 10, mais tu vois, si t'en as une ou alors, deux, je c'est les ai quoi les... plus en tête, mais parmi les 10 questions, c'est quoi vos priorités du moment? C'est quoi les objectifs de l'entreprise? Hmm. Euh, Qu'est-ce que vous verrez alors, il y a une question que je pose, y compris là, pour le coup, à tous les opérateurs quand je fais des visites sécurité ou euh, si vous aviez une baguette magique à un coup, qu'est-ce que vous feriez? Et cette question est d'une richesse incroyable. Ok. C'est quoi les réponses que tu peux avoir là-dessus? Bah, ça dépend tout dépend de la personne à qui je pose la Mhm. question. L'opérateur va plutôt mettre en avant le problème qui le pèse dans son poste tous les jours. Au quotidien. Et dire, attends, mais j'ai ça. Si vraiment j'avais une baguette à un coup, je ferais ça. Quand on va sur le chef d'équipe, ça va être un autre sujet. Et en fait, cette question-là qui décale un tout petit peu, Mhm. euh, si je lui posais la question, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, c'est pas pareil. Mhm. La baguette magique, c'est vraiment Le truc très haut, très loin. Et... voilà, exactement. Qu'est-ce qui vraiment lui pèse? Et ça, c'est vraiment important de savoir parce que qui mieux que la personne qui est sur son poste connaît l'environnement de ce qui fonctionne bien et moins bien. Mhm. Et donc, et je termine souvent par cette question. Ok. Et ça permet d'avoir bah, une somme de sujets intéressants. Ouais, donc après, t'agrèges un peu tous ces sujets-là. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, bah, c'est de mettre en place, comme c'est une petite organisation qui est en développement, bah, il faut qu'on structure petit à petit. J'ai appris à pas aller trop vite, et puis de ne pas plaquer ce que j'ai pu faire dans des grosses organisations, dans des plus petites. C'est pas parce que ça fonctionne à un endroit que ça fonctionne dans un autre. Mhm. En revanche, m'inspirer de ce qui a pu être fait et comment je l'adapte, la vitesse,
le dimensionnement et puis la profondeur. Ouais, ok. Voilà. Ok. Ça fait maintenant 3 ans que t'es Oui. à la tête de Cavac Biomatériaux. Oui. C'est quoi la suite? C'est quoi les prochaines étapes, tu vois, Les de ton proches- métier et puis de la filière même, tu bah, vois, les prochaines étapes, c'est de poursuivre le développement de, de l'isolation chambre et d'augmenter la production de fibres, donc de les déboucher sur le fibres, et puis de développer la culture du chanvre. Donc c'est vraiment toute la chaîne. élargir tout ça. Donc aller au-delà de l'isolant, c'est ça que tu veux dire aussi? Ou principalement rester sur l'isolant Bah, il y a l'isolant et puis toutes les fibres que l'on produit ne sont pas ne passent pas toutes dans l'isolant. Donc on vend aussi un peu en papeterie. Ok, Donc c'est aussi de se développer sur ces marchés. ok. Dans une moindre mesure que Ouais, ouais. l'isolation, évidemment. Et sur la partie isolation, tu vends à des distributeurs. Oui. Le but, c'est quoi? C'est de vendre plus à ces mêmes distributeurs ou trouver des nouveaux distributeurs qui sont pas encore En fait, alignés sur le chanvre c'est de développer l'usage de l'isolation chambre Ok. avec les bénéfices que l'isolation chambre apporte sur le confort d'été, par exemple, Ouais. ou le confort d'hiver, du fait de cette capacité d'absorption et de désorption, de régulation hygrothermique, Mhm. donc humidité et de la thermique. Euh, voilà, donc de le faire savoir auprès de la maîtrise d'ouvrage, donc c'est ceux qui vont passer les commandes Ouais. de travaux, et puis la maîtrise d'œuvre, c'est ceux qui vont justement travailler au choix des matériaux. Donc voilà, Ouais, donc c'est même pas auprès des distributeurs finalement qu'il faut, enfin il faut aussi il leur faut, parler, voilà, mais il faut aussi aller voilà, parler aux donneurs d'ordre. sur Et, toute la filière du bâtiment. ouais, j'imagine il y a un peu de, je sais pas si on va ça du lobby, mais en tout cas aussi d'aller, De la prescription. ouais, Et puis de faire savoir aussi, ce qui est vraiment important, c'est que dans la filière bâtiment, l'approche de la CAVAC est unique. Parce que quand on achète un mètre carré de biofib isolation, c'est toute la chaîne que l'on fait travailler, l'agriculteur, parce qu'on Hmm. lui apporte un revenu, et en même temps, on a un impact positif sur la terre, puisqu'il y a zéro phyto, et la racine, qui est une racine pivot qui va assez en profondeur, c'est le meilleur aérateur naturel de la terre. Ok, excellent. Donc, il n'y a que des points positifs. Ouais. Et c'est de l'emploi local, agriculteur, industriel, parce que vous êtes une industrie basée Voilà. en Vendée. Et en fait, on va de l'agriculteur à l'artisan. Ouais, c'est incroyable. Et ça, c'est unique. Alors, les autres industriels achètent de la matière première, la transforment et font leurs produits. Hmm. On travaille avec du vivant. Les agriculteurs, c'est 100% Vendée ou c'est plus large? On est sur un rayon de 150 km autour D'accord. de l'usine, donc on est un peu sur les départements limitrophes. Ah, c'est le fameux truc de, ouais, quand tu achètes effectivement un produit, c'est dur de se rendre compte toutes les Voilà, filières qu'il peut y avoir derrière. on peut le regarder juste sous un angle d'isolant. Hmm. En fait, c'est plus que ça. Ouais, c'est une action, quoi. C'est une action bonne pour l'environnement et bonne pour l'agriculture. Ouais. Et pour l'emploi local et pour plein de choses. Exactement. Ok, c'est incroyable, ça marche. Trop bien, Vincent, merci beaucoup pour tout ça. Je crois enfin, moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as encore Oui. des choses à dire, on peut encore en parler, mais hyper intéressant. Le lieu physique, on n'en a pas parlé, mais où est basée l'usine? Alors, l'usine est en Sud-Vendée. Alors, l'usine de défibrage est à côté de Luçon, à D'accord. Sainte-Gemme. Et l'usine de nappage, dans celle qui fabrique les isolants, est à Saint-Hermine, pareil, en Sud-Vendée. Voilà. Ok, des beaux coins, très sympa. Où est-ce qu'on peut te suivre les actualités de Cavac, comment Alors, on ça? nous avons un site qui s'appelle Biofib Isolation. On a une page LinkedIn, voilà, où il y a toute l'actualité. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Bonne journée, salut. Au revoir.